Le thème, je l'avais déjà dit, c'est la dette intérieure, nouvelle diversion pour dissimuler l'incapacité d'Ali Bongo. Pour le compte d'appel à agir ce soir, il y a Jean-Gaspard Tuntoumaï, il y a Marc Ona Essangui, il y a Nicolas Nguema, il y a l'honorable Edgar Ovono et il y a modestement moi, Elsa Rituel Boukandou. Et l'invité de ce soir, c'est Monsieur Francis Evouna. Il est le président du Conseil gabonais du patronat. Vous l'avez lu certainement dans la presse en ligne et même la presse écrite. Il a fait une brillante intervention sur ce sujet et nous sommes honorés de le recevoir ce soir. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Jean-Gaspard Tuntoumaï pour le propos introductif de notre live. Moi, je me mets en off et je prends le soin de lire toutes vos réactions et de les transmettre aux intervenants. Bonsoir et merci d'être connecté. Jean-Gaspard, tu as la parole. Bonsoir Elsa, merci à toi pour ton introduction. Bonsoir Francis et merci à toi de nous faire l'amitié d'être avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons choisi effectivement de discuter de la question de la dette intérieure qui nous apparaît comme une nouvelle manipulation ou une nouvelle démarche pour dissimuler l'incapacité d'Ali Bongo et l'imposture que nous observons à la tête du pays depuis bientôt 2 ans maintenant. Parce qu'il s'agit d'une question un peu technique ou un peu sensible, j'ai choisi dans ce propos introductif de l'écrire formellement afin que les choses qui seront dites ou que je l'ai dites au départ soient les plus précises qui soient. Parce que, en effet, le 24 juin 2020, un arrêté du président de la République, visé par le secrétaire général de la présidence de la République, qui ne comportait aucun contreseing, a créé une task force au règlement de la dette intérieure. Les attributions qui ont été données à cette task force ont été fixées comme il suit. Passer en revue le fichier de la dette intérieure et s'assurer de son exhaustivité. Confirmer l'exécution des prestations et la livraison des marchandises. Vérifier la régularité des sociétés au regard du paiement des taxes, droits et contributions dues aux différentes administrations. Arbitrer les décisions en vue du paiement ou de l'annulation de la dette. Définir les termes et assurer le suivi du règlement de la dette. Et cette task force, dans cet arrêté, on disait qu'elle était composée des experts de cabinets d'audit et en BTP, des représentants des directions générales du Trésor public, de la dette, des impôts, des douanes, de la CNSS, de l'agent judiciaire de l'État, du ministère des Travaux publics, d'un assistant conformité et d'un substitut du procureur. Là, je vous lis un peu les termes de l'arrêté, même si par ailleurs, on nous a signalé que et la DGR et le B2 étaient également présents au sein de cette task force, mais peut-être que les représentants des entreprises pourront nous le confirmer ou pas. Dans un communiqué de la présidence de la République, qui est daté du 14 octobre 2020, il est indiqué que depuis le 8 septembre 2020, la task force pour le règlement de la dette intérieure travaille à la vérification du fichier de la dette et s'assure de l'effectivité des travaux commandés par l'État. Le communiqué poursuit en indiquant qu'aucun dossier de paiement ne sera pris en compte en dehors de ceux examinés par la task force présidentielle. Il poursuit en disant « Tout autre interlocuteur, quel qu'il soit, n'a aucune qualité ni compétence pour intervenir en ce domaine. » Dans sa communication à travers les médias, la task force revendiquerait aujourd'hui pas moins de 412 milliards de francs CFA de dette intérieure annulée. Nous y reviendrons. Ce dossier que nous avons choisi ce soir de traiter avec vous appelle avant tout les observations de forme et de fond. Dans mon propos liminaire, je me limiterai à ces observations. Sur la forme,
Constitution de la République dispose en son article 27 que les actes du président de la République, autres que ceux visés aux articles 15, 17, 18, 19, 23, 89, 98 et 116, doivent être contresignés par le Premier ministre et les membres du gouvernement chargés de leur exécution. Donc, lorsque le président de la République prend un acte, que ce soit un arrêté, un décret ou une loi, ces actes doivent être contresignés par le Premier ministre et les ministres concernés. À l'exclusion des articles que je vous ai cités, ces articles concernent la nomination du Premier ministre, pas besoin de contreseing du président de la République. La promulgation des lois, quand le président de la République signe le décret qui promulgue une loi, pas besoin de contreseing du président de la République. Quand le président de la République signe le décret pour appeler à référendum, il n'y a pas besoin de son contreseing. Lorsque le président de la République prend un décret pour dissoudre l'Assemblée nationale, son contreseing n'est pas nécessaire. Lorsque le président de la République prend un décret pour accorder le droit de grâce, il n'y a pas besoin de contreseing. Lors de la désignation des membres de la Cour constitutionnelle et de la HAC, il n'y a pas besoin de contreseing. Ou lorsque le président de la République veut réviser la Constitution et qu'il appelle donc à cela. À part ces cas-là, tous les actes du président de la République, arrêtés, décrets, lois, doivent avoir le contreseing du Premier ministre et des ministres concernés. L'arrêté dont on parle n'a pas le contreseing du Premier ministre, n'a pas le contreseing d'un ministre quel qu'il soit. Et cela pose un problème de forme, qui fait qu'en réalité, cet arrêté qui crée la task force est nul et de nul effet en droit. On peut considérer en fait que cette task force n'est ni plus ni moins qu'une instance informelle. C'est sur la forme. Mais allons sur le fond. La même Constitution dispose en son article 28, alinéa 1er, que le gouvernement conduit la politique de la nation sous l'autorité du président de la République. Il dispose à cet effet de l'administration et des forces de défense et de sécurité. L'audit de la dette, donc la gestion de la dette, n'est ni plus ni moins qu'une compétence du gouvernement et du seul gouvernement. Personne ne peut le contester. Il est donc anormal que la présidence de la République, qui n'est qu'une administration au service de la fonction du président de la République, au service de l'institution, s'arroge des compétences du gouvernement. Cela est inacceptable et cela est inconcevable. De tout temps, et ce depuis l'audit de la dette intérieure qui avait été réalisé en 2000 ou en 1999 sous l'autorité du ministre Ndoumba, l'audit de la dette au Gabon a toujours été une compétence du ministre des Finances. C'est le ministre des Finances qui a toujours eu à créer des commissions ad hoc lorsqu'il fallait auditer la dette et non une autre institution. Pas le président de la République, même pas le Premier ministre. La confiscation par les fonctionnaires de la présidence de la République des compétences du gouvernement est devenue une constante que l'on observe depuis que M. Ali Bongo se trouve en incapacité d'exercer la fonction de président de la République. Cette imposture s'est installée au sommet de l'État depuis cette période. Nous n'avons eu de cesse de le dire et de le dénoncer. Pour preuve, c'est encore du reste cette fameuse signature que l'on retrouve au bas de l'arrêté qui crée la fameuse task force. Nous vous la présenterons tout à l'heure. Confirmant ainsi la poursuite d'une démarche qui a vu le jour au lendemain du 24 octobre, date de l'AVC de M. Ali, et qui plonge notre pays dans cette crise que désormais plus personne ne peut contester. Comme nous le disons depuis plus d'1 an, l'histoire du Gabon est en train de bégayer. Le scénario que nos parents et les plus âgés d'entre nous ont connu entre 65 et 67, entre 1965 et 1967,
qui a précédé le décès de feu le président Léon Mba est en train de se réécrire sous nos yeux. On choisit, nous, de ne pas être aveugles. On choisit, nous, de ne pas dire on ne fait rien. Nous ne cesserons jamais de le rappeler à nos compatriotes. La situation que traverse notre pays concerne chacun de nous, l'Église catholique et les églises des pays, qui auraient pu considérer qu'il ne s'agissait que d'une question politicienne, savent désormais qu'elle met en péril la liberté du culte dans notre pays. Nous l'avons encore vu cet après-midi, où on interdit désormais à l'Église catholique de donner la communion pendant les messes. Les entreprises qui pouvaient à juste titre se sentir à l'abri de tout cela découvrent que l'imposture n'épargne personne. Elle n'épargne rien, elle n'épargne personne. Nous allons d'abord donner la parole à M. Francis Evuna, le président du Conseil gabonais du patronat. Il nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Il pourra à son tour s'exprimer sur les implications et les conséquences de cette situation avant que nous n'ouvrions la discussion avec tous nos amis sur cela. Je vous remercie. Allô? Oui, Francis, la parole est à toi. Bien, merci Jean-Gaspard. Je voudrais quand même mettre un tout petit peu d'eau dans le verre, parce que, je ne suis pas une tribune politique, donc de la politique pure. Je suis un syndicat régi par la loi. Je suis donc, comme je l'ai dit, un défenseur des intérêts des entreprises, parce que c'est ce rôle-là que j'ai. Les autres entreprises donc m'ont élu président de cette confédération qui a sa structure et ses missions, que je voudrais également rapidement vous redécliner pour ceux et celles qui n'ont pas lu qu'est-ce que réellement le Conseil gabonais du patronat. Alors, c'est donc une organisation professionnelle et interprofessionnelle qui est étroitement associée au développement des entreprises du bâtiment, industriel, commercial et de services. Il a pour vocation constante de représenter les entreprises et d'agir pour que leurs conditions de performance et d'épanouissement soient réunies. Il est l'intermédiaire au niveau national des syndicats de branche, des fédérations affiliées bien sûr à la centrale qui est le Conseil gabonais du patronat, des unions des syndicats et de ces unions patronales au niveau provincial, au service donc des entreprises. Il répond à leurs soucis d'efficacité et, devançant leur évaluation ou évolution naturelle, dialogue avec les partenaires économiques et sociaux. Il discute avec les syndicats des salariés, il discute également avec les pouvoirs publics, il informe l'opinion et adapte en permanence ces structures aux produits industriels, à leur commerce et aux activités de services exercées sur des marchés en évolution constante. Le CGP est donc, dont le Conseil gabonais du patronat est donc une structure d'appui
et de promotion des PME, d'échange d'informations entre les structures patronales, à l'exemple même de notre collègue gabonais qui représente les grandes entreprises, parce que là encore aussi, j'ai toujours pensé, et tout le monde me lit à la presse, qu'il y a encore une ambiguïté entre ce qu'on appelle PME en République gabonaise, ce qu'on appelle TPE, ce qu'on appelle entreprise intermédiaire, ce qu'on appelle grandes entreprises. Bref, donc nous sommes donc à l'exemple de la CPG, une structure qui est en deçà, c'est-à-dire au niveau PME, et celle du Gabon et celle du monde entier. Et nous sommes également, nous les représentons, celles membres de notre conseil auprès des institutions de la République. Et quels sont les objectifs que nous voulons donc atteindre en étant Conseil gabonais du patronat? C'est de susciter les synergies entre entreprises, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat et les investissements au Gabon, c'est de dynamiser l'action des PME sur l'étendue du territoire, c'est de développer les partenariats entre les entreprises d'autres pays, c'est d'organiser les ateliers et séminaires de formation et de stage en vue de renforcer les capacités opérationnelles des entreprises, c'est de rechercher des appuis multiformes au profit des entreprises et enfin se positionner comme étant l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et de nos partenaires au développement. Donc le président du Conseil gabonais du patronat que je suis n'agit que sur le plan économique et je ne fais donc pas de la politique. Je laisse l'affaire politique aux partis, à celle des associations politiques, mais je suis moi un syndicat patronal, c'est-à-dire je défends les intérêts des entreprises membres et c'est pour cela que je peux parler des questions économiques. Donc, quand l'État prend des dispositions, par exemple aujourd'hui, on parle de relance, par exemple aujourd'hui, on a mis la task force en place, je parle que des questions qui concernent les entreprises membres de chez moi et évidemment, quand ces entreprises sont lésées et qu'ils reviennent vers moi parce que ce sont ces entreprises-là, entre vous avez parlé de la task force, qui sont allées vers la task force et ce sont ces entreprises-là qui doivent, après leur passage à la task force, revenir vers moi, me donner les résultats de ce qui se passe là-bas. Si je sens qu'effectivement, il y a un problème, à ce moment-là, je vais vers les autorités dont je suis partenaire, parce que je suis partenaire de l'État dans le domaine économique. À ce moment-là, je pose la problématique qui est soumise au président du Conseil gabonais du patronat, donc au président de ces structures PME que je représente. Voilà, véritablement présenté de façon rapide et condensée, pour ne pas prendre le temps à certainement les auditeurs qui nous écoutent et qui ont certainement des questions à poser, puisque la réalité est que je ne voudrais pas ici venir, comme je l'ai dit, pour moi, il y a eu déjà des audits au Gabon, il y en a eu 3, et d'ailleurs, le Conseil gabonais du patronat fait partie des structures qui ont permis à l'État de mettre en place le dispositif d'audit. Et il y en a eu, comme je l'ai déjà dit dans mes relations avec la presse, je l'ai dit dans mes interviews, j'ai dit qu'il y en a eu 2. Un qui était le comité de traitement dette intérieure, qui avait été également mis en place par un arrêté, l'arrêté numéro 038 a été mis en place pour mettre le SIACDI en place, c'est-à-dire un comité interministériel, après que le CTDI est également mis en place par arrêté 0086. Cette fois, c'était un seul ministère, c'était le ministère du Budget, pour également regarder cette dette-là. Mais lorsque l'État met en place ces structures, je ne suis pas consulté et donc, en réalité, je ne vois donc pas
véritablement ce que je devrais dire, alors que je l'ai déjà dit dans l'interview que j'ai accordée aux journaux, je ne vois pas en réalité pourquoi est-ce qu'on attend que j'intervienne à nouveau alors que j'ai déjà dit ce que j'avais à dire et que je n'ai pas le retour des entreprises membres qui sont allées à la task force pour ce retour qui me permettrait justement d'agir si mes entreprises se trouvent être lésées. Et là-dessus, nous serons effectivement en matière de droit des contractants, des contractants et de l'administration dans le contrat administratif. Il s'agit là des questions de droit et ces questions de droit-là, nous pourrons en parler, en débattre relativement à cette task force. Mais j'ai quand même de prime abord envie de dire ceci. Je pense que lorsque quelqu'un commandite un audit, il s'agit de la personne du président de la République qui a pris par arrêté présidentiel 006 du 24 pour la mise en place d'une task force pour revérifier la structuration de la dette qui certainement obère le budget de l'État. Et je pense qu'avant la fin de cet audit, je n'ai pas à intervenir parce que, l'État ne m'a pas consulté ni posé la question de savoir est-ce qu'ils ont à mettre en place la task force ou pas, mais l'État ne peut pas me demander d'intervenir alors que celui-même qui est le commanditaire de l'audit n'a pas encore eu rapport. C'est comme si vous avez un procès au tribunal, l'affaire est encore entre les mains du juge et le bruit est déjà dehors, que tout est... Mais je ne sais pas, en fait, je ne veux pas aller dans tout ça, dans l'amalgame. Il s'agit là d'un problème de droit des co-contractants. L'État étant le commanditaire des travaux, donc la société étant donc le promettant et l'État étant donc le bénéficiaire des travaux qu'il commande aux entreprises. Il s'agit là d'un contrat entre deux personnes qui, normalement, relèvent du droit administratif en matière de contrat. Donc, je ne suis pas encore là à pouvoir parler de ce dont je n'ai pas retour. J'ai également le retour que vient de faire Jean Gaspard, mais je ne voudrais pas aller dans tout ça, dans tous les sens. L'État est souverain, la puissance publique est là, ils ont ce qu'on appelle les prérogatives de la puissance publique. Si la puissance publique a jugé utile de vérifier ce qui lui paraît ambigu, ce qui lui paraît fausse et que tout d'un coup, avant même cette fin d'audit, on a commencé par publier sans que effectivement on ait la liste des entreprises objet de cette fraude et qui est assez grave à mes yeux, je suppose que c'est une affaire entre contractants. Donc voilà rapidement également circonscrit la situation qui fait que vous m'aviez invité pour parler de la dette et je pense que nous irons directement à la dette. Je ne suis pas venu pour parler des considérations politiques. Je ne fais pas de la politique. Mon seul parti politique, c'est l'entreprise. Et donc, c'est des questions économiques. Je ne veux pas aller dans tout ce que chaque citoyen, effectivement, a le droit selon notre Constitution. Je suis là en tant que président du Conseil gabonais du patronat qui veut parler des questions économiques. Une partie de ces questions-là, c'est la dette. Donc, je suis à votre disposition pour parler véritablement des problèmes de la dette. Merci à toi, Francis, pour ton propos introductif. Effectivement, nous t'avons invité et tu nous as fait l'amitié d'être présent en tant que président d'une confédération patronale. C'est à ce titre-là que tu t'exprimes. De la même manière que nous nous exprimons, nous, en tant que citoyens, pour regarder en face la situation de notre pays. On dit souvent le bon gouvernement, c'est celui où chacun est à sa place. Oui. Le médecin qui soigne à l'hôpital, c'est le gendarme qui s'occupe de la sécurité intérieure, c'est le magistrat qui juge. Et je pense que c'est ce que
nous faisons, voilà pourquoi nous nous sommes posé la question de savoir dès le départ, au fond, est-ce que cette task force en tant que telle a qualité pour agir? L'État est un, mais dans l'État, chacun a son rôle. Et lorsque quelqu'un ne joue pas son rôle dans l'État, c'est aussi la responsabilité du citoyen de veiller à ce que les choses soient bien faites. Je vais donner la parole à Nicolas et ensuite on prendra les questions des internautes pour continuer nos échanges. Nicolas, la parole est à toi. Merci Jean-Gaspard. Merci Monsieur Evouna pour votre éclairage. C'était un éclairage très intéressant en tant qu'acteur au niveau de l'entrepreneuriat gabonais. J'ai moi-même une casquette d'entrepreneur gabonais, donc je pense que je m'y connais bien en termes d'attribution de marché et tout le cursus jusqu'à l'ordonnancement de paiement. Effectivement, Jean-Gaspard a dit que chacun a sa casquette et il faut l'assumer totalement. Nous ne vous incluons pas à notre point de vue, à notre dynamique, bien évidemment. Il fallait, comme chaque semaine, on essaie de mettre des gens bien spécifiques dans des domaines bien techniques qui viennent donner des points de vue. Ça se limite à ça. Toutes ambiguïtés mises de côté. Je pense que il faut que nous soyons quand même un peu pragmatiques vis-à-vis de la gestion de la dette publique au Gabon. La dette publique au Gabon est chaotique depuis bien avant ces 10 dernières années, bien évidemment. La dette publique au Gabon, lorsque l'on parle de ces sociétés, il y a eu plusieurs tentatives pour essayer de la combler. Bon, ces dernières années, depuis la chute du prix du baril de pétrole en fin 2014, elle s'est accrue, bien évidemment. Pourquoi? Parce que tout pays rationnel, je pense que l'économie est très important pour comprendre la dette de tout pays. Tout pays rationnel, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il y a une montée du prix du baril de pétrole, il est supposé faire des réserves de devises, créer un fonds de souveraineté, comme tous les pays du monde le font, que ce soit la Russie, les grands pays producteurs de pétrole, hein, la Russie, l'Égypte, tous les pays que vous voulez. Lorsqu'il y a eu la montée du prix du baril de pétrole en 2008, Omar Bongo a quand même eu la bienveillance de rembourser 87% de la dette publique et partir en laissant une dette publique au Gabon de 1000 milliards. Et les plus belles années du pétrole sont arrivées à ce moment-là, jusqu'en 2014. Les plus belles années du pétrole mondial, hein, avec le prix du baril à plus de $100, $140. Et je pense que c'est à ce moment-là que nous avons loupé le coche. Nous avons loupé le coche. Pourquoi? Parce que la dette publique est passée de 1000 milliards à aujourd'hui près de 6000 milliards en 10 ans. C'est quelque chose de phénoménal. Et la dette publique du Gabon, la dette intérieure plutôt du Gabon, qui est aussi entre 1600 et 2000 milliards, si je ne me trompe pas, est une situation chaotique dans sa gestion. Pourquoi? Parce que le Gabon est parti sur des emprunts, contracté des emprunts et des emprunts, de telle sorte qu'aujourd'hui, il n'arrive plus à contrôler sa dette. Aujourd'hui, nous avons des sociétés, et ces 10 dernières années, nous l'avons bien constaté, qui ont obtenu des marchés, certes, dits frauduleux ou de façon népotique. C'est une éventualité, c'est une possibilité, bien évidemment. Mais moi, là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on jette la pierre à ces sociétés en disant que ce sont elles les seules et uniques responsables, qu'on les jette en pâture dans la presse pro-étatique en disant que, par exemple, l'autre jour, tout ce qui a scandalisé tout le monde, que 240 milliards ont été retirés du circuit de paiement de la dette intérieure parce que ces marchés auraient été frauduleux et autres, ou fictifs, ou sur la base de fausses facturations. C'est bien beau. Mais la question réelle que nous devons nous poser, c'est en amont. Comment on en arrive là? Il y a toute une codification pour arriver à l'ordonnance de paiement. Il est supposé y avoir des mécanismes de contrôle, des mécanismes de vérification de l'obtention de ces marchés publics jusqu'à leur réalisation et enfin les différents paiements qui se succèdent. Comment peut-on nous dire aujourd'hui que
sur 370 milliards, il y a déjà 200 et quelques milliards qui vont être annulés purement et simplement. Tout à l'heure, vous avez parlé de contractuels. C'est très important. Il y a deux camps. Il y a l'État qui demande un travail, l'exécution d'un travail, et il y a la société qui réalise ce chantier. Aujourd'hui, l'État, sans aucune commune mesure, décide de façon unilatérale d'annuler ces ordonnances de paiement, parce qu'en gros, il me semble que ce sont bien des ordonnances de paiement, d'annuler ces ordonnances de paiement au motif que ces chantiers auraient été vérifiés après un troisième audit par la fameuse task force qui sort de la présidence pour dire que ces sociétés ne sont pas, ne méritent pas cet argent-là, qu'elles n'ont pas réellement fait ce travail-là. Moi, je dis non, tout simplement. Je dis aujourd'hui en République gabonaise, nous avons une administration qui est là. Nous avons des hauts fonctionnaires, les ordonnateurs de crédit. Les ordonnateurs, ce qu'ils font, pour moi, depuis pratiquement toujours, est totalement inacceptable. C'est ce qui nous emmène à cette situation. Il y a toute une chaîne, en partant du ministère de tutelle, en passant par le budget et jusqu'à l'exécution au niveau du trésor. Malgré tout, certains arrivent à passer entre les mailles du filet. Et nous avons effectivement trois types d'entreprises au Gabon, selon moi. Selon ma définition, et ça c'est plus mon côté entrepreneur qui le dira toujours. Nous avons des entreprises proches de la haute administration, proches du système, comme on dit vulgairement, qui, en fonction de la coloration politique du moment, obtiennent des marchés. Je ne vais pas rentrer dans des détails, je pense que M. Evouna sait de quoi je parle. Nous avons d'autres types d'entreprises qui, pour moi, que j'appelle souvent des aventuriers, qui parviennent à passer entre les mailles du filet en fonction de leur niveau de maîtrise de l'administration et parviennent à avoir des marchés des fois juteux qui peuvent dépasser les 100 millions, hein, sans aucun problème, bien évidemment. Et finalement, nous avons le troisième type d'entreprise, les entreprises normales, régulièrement, qui payent régulièrement leurs taxes, leurs impôts, qui ont l'aspect technique, la maîtrise technique des marchés auxquels elles postulent. Et ces entreprises qui ne demandent pas de faveur, ce sont des entreprises qui demandent à travailler tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sont ces entreprises qui payent le lourd tribut de la situation actuelle. Mais on ne peut pas, hélas, éluder la question politique dans ce secteur-là. Pourquoi? Parce que nous avons constaté, enfin moi personnellement, j'ai constaté que de tout temps au Gabon, les entreprises qui fonctionnaient très bien devaient être totalement en adéquation et en accord avec le pouvoir en place. Nous n'avons pas la mentalité, par exemple, je vous prends, vous allez au Cameroun, juste à côté, moi j'ai des amis entrepreneurs qui ont de grandes sociétés là-bas. Ils n'ont aucun lien avec la haute administration, ils n'ont aucun lien avec le pouvoir en place au Cameroun, mais ils font leurs affaires, ils ont leur marché d'État, ils postulent tous les jours à des appels d'offres. Des fois, ils en ont, des fois, ils en ont pas. Il y a vraiment cette séparation-là qui se fait. Même en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Dans beaucoup de pays. Mais le Gabon est un pays atypique. Étant entrepreneur, je vais le dire sans le dire, nous avons des gens au Gabon qui savent à peine lire et écrire depuis que le Gabon est Gabon, mais qui ont obtenu des marchés en milliards. Et ça, je pense que tout le monde le sait. Je ne citerai pas de nom, mais des gens qui savent à peine lire et écrire ou qui sont venus au Gabon, comme on dit, dos mouillé, avec du sable dans les poches, mais qui aujourd'hui se retrouvent être des milliardaires. Et ça, pour moi, c'est totalement inconcevable et inacceptable. Nous en avons d'autres qui sont pratiquement mis en examen en France pour des marchés qu'ils ont tués au Gabon, où la justice française les poursuit bec et ongles, mais dès qu'ils arrivent au Gabon, ils sont totalement blanchis, absous, on les accueille à l'aéroport en superstar, en demi-dieu. Et je pense que tout ça, en fait, en réalité, doit s'arrêter. Tout ça doit s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs, il y a des chefs d'entreprise,
des patrons de syndicats, comme par exemple vous, monsieur Evouna, qui subissaient ça de plein fouet. Vous le subissez à divers niveaux. Alors, des fois, je dis, au meilleur des cas, ça va être la mise au chômage technique de beaucoup de nos compatriotes, et au pire des cas, la fermeture de ces entreprises-là, sans bien évidemment qu'elles ne soient jamais payées. Et tout le monde sait qu'il y a plein de sociétés qui ont des dossiers en attente au ministère plutôt au Trésor depuis plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui n'ont jamais obtenu gain de cause. Pourtant, elles avaient été contrôlées sur la base de leur chantier, qui avait été exécuté dans leur totalité. Mais comment pouvons-nous continuer à accepter cela? Moi, je dis non. Tout simplement parce que les exemples d'injustice économique au Gabon, les entrepreneurs les vivent tous les jours que Dieu fait. Tous les jours que Dieu fait. Aujourd'hui, des entrepreneurs gabonais, il y en a, mais ils ne se taillent pas la part du lion. Les véritables entrepreneurs gabonais qui essayent tant bien que mal d'obtenir leur marché, de réaliser leurs travaux, ne sont pas accompagnés, n'ont pas de réelle assise, mais malgré tout, ils essayent de faire leur place au soleil. Mais on laisse toujours la place à d'autres personnes qui finalement viennent salir la réputation de ce secteur-là. Là, on peut parler par exemple du secteur du BTP, parce que les plus gros marchés au Gabon, c'est dans le BTP. On peut en parler, bien évidemment. Mais si on doit faire cet audit-là, j'ai envie de dire, remontons donc à l'audit, dans ces audits-là, remontons donc à 2007, par exemple. Et qu'on m'explique le marché, par exemple, de la barrière de Baraka, qu'il a obtenu. À combien de milliards? Et je pense que, M. Evouna, vous savez de quoi je parle. Parlons du chantier de la base 01 qui s'est effondrée, qui a obtenu ce marché-là. Et jusqu'aujourd'hui, bon, on en est où? Et des marchés comme ça, il y en a plein. Mais ce n'est jamais les Gabonais qui ont leur place. Les seuls endroits où les Gabonais sont bons, c'est en prison. Dans le domaine politique comme dans le domaine entrepreneurial. Donc, je vais d'abord m'arrêter là pour un premier temps. Je vous remercie. Oui, merci Nicolas pour ton propos. Nous allons poursuivre un peu nos échanges. Si je lis rapidement, comme le fait souvent si bien Elsa, les interventions des différentes personnes qui sont connectées avec nous. Beaucoup nous rappellent l'histoire de la Covid parce que cet après-midi, effectivement, il y avait le gouvernement qui fait une conférence de presse dessus. Nous y reviendrons peut-être tout à l'heure si c'est nécessaire. Mais au-delà de ça, nous avons dans les intervenants qui sont venus, Nathalie Bouka, qui nous disait « Bonsoir, appel à agir ». Cela fait maintenant un peu plus d'un mois que vous sensibilisez les Gabonais sur l'incapacité d'Ali Bongo à diriger le pays. Aujourd'hui, Noureddine Bongo Valentin s'est érigé à la tête des régies financières. Comment peut-on arriver là? Une imposture grave qui viole notre constitution sans que personne ne puisse rien faire. Nous avons l'impression que vous prêchez dans une paroisse vide. Il nous faut, au-delà de la dénonciation, des pistes stratégiques de solutions pour construire une démarche de sortie de crise sans effusion de sang. Que nous conseillez-vous de faire? La révolution citoyenne. Nous commençons par en discuter avec vous, chère Nathalie Bouka. Cela peut-être vous permettra, avec d'autres compatriotes, de trouver les solutions idoines. Il y a Métenzeng qui dit, Monsieur le Président de la CPG, j'ai besoin d'un financement pour mon projet. Je pense que M. Evouna aura l'occasion de lui répondre tout à l'heure. Il y a Owona Wiche, l'enfant du pays, qui dit pourquoi les Gabonais ont toujours peur de dire qu'ils font de la politique. Nous sommes tous des acteurs politiques, qu'on la pratique ou non. Nathalie Bouka revient en disant comment pousser les Gabonais à s'engager dans le tissu économique. Ça, c'est pour vous, M. Evouna. Local, quand lorsque nous voulons créer une petite entreprise au Gabon, c'est le parcours du combattant. Il n'y a aucune loi qui facilite l'entrée de l'entrepreneuriat des Gabonais. On a enfin Olivier qui dit tout à fait qui est responsable de ces annulations de soi-disant fausses factures. C'est vrai que
pour aller dans la continuité de ce que disait Nicolas tout à l'heure, moi, j'ai envie de poser deux types de questions. Au-delà des questions de forme préjudicielle qu'on a posées tout à l'heure, c'est de dire qu'est-ce qu'une dette, finalement? Une dette, c'est un contrat entre, si on prend la dette publique, c'est un contrat qui est passé entre l'État et un opérateur privé, où l'État reconnaît que l'opérateur privé a réalisé pour son compte, donc pour le compte de l'État, une prestation qui soit un service, une prestation intellectuelle ou des travaux, et que l'État, n'étant pas en situation de pouvoir rémunérer cash immédiatement cette prestation, s'engage à payer ultérieurement via un échéancier. C'est un contrat. Si on dit que c'est une fausse dette, donc on dit que ce contrat est faux. Si ce contrat est faux, cela signifie que le ministre des Finances, qui est le seul autorisé à engager financièrement l'État et qui signe toutes les conventions de dette, a signé un faux document. Cela signifie que les directeurs généraux qui ont contresigné le document avec lui ont signé de faux documents. Donc, avant que d'aller balayer la porte des entreprises pour lesquelles on annule la dette, moi, j'attends que ceux qui aiment faire ces audits mettent d'abord en cause les personnes qui ont engagé l'État. Parce qu'effectivement, un entrepreneur, M. Evouna me le confirmera, le dernier article de toutes les conventions, c'est de dire que le contentieux qui naîtra de ce contrat, de cette convention, c'est le tribunal ou de Paris ou de Libreville qui est compétent. Donc aujourd'hui, un chef d'entreprise qui a sa convention de dette en bonne et due forme, qui a été signée, peut aller au tribunal pour attaquer les plaisanteries qui sont en train d'être faites. Et moi, j'aimerais qu'à un moment donné, pour que ces choses s'arrêtent dans notre pays, que les chefs d'entreprise prennent cette démarche, même si parfois, quand je disais que certains te disent, ah, mais tu sais, si tu fais ça, tu n'auras plus de marché, etc., etc. Beaucoup de chefs d'entreprise, à raison, du moins à tort, acceptent qu'on réduise leurs créances, qu'on annule juste parce qu'ils ont peur de ne plus avoir de marché. C'est le premier problème que je pose. Le deuxième, c'est que moi, j'aimerais aussi qu'un jour, on nous fasse l'audit de la dette extérieure. Parce que tout le monde le dit et tout le monde le sait. On a emprunté ces 10 dernières années des milliers de milliards. Aucun Gabonais ne peut vous montrer un projet qui a démarré et qui a été bouclé. Ça concerne la dette intérieure, mais ça concerne aussi la dette extérieure. On a remboursé une dette dans ce pays pour construire un golfe. C'était de la dette extérieure. L'entreprise qui a compris le golfe est où? L'ANGTI, qui a géré les grands travaux de ce pays, qui ont endetté ce pays. On vient d'annuler l'ANGTI, je vais appeler ça comme ça. Mais il faut que l'ANGTI vienne dire aux Gabonais et que les responsables de l'ANGTI viennent dire aux Gabonais où sont passés tous les milliers de milliards qui ont été dépensés sans qu'on ne puisse voir un projet. Donc, je vais peut-être redonner la parole à Francis, mais moi, ce sont des questions complémentaires que je me pose quand on fait l'audit de la dette, qui sont la responsabilité de ceux qui ont contracté les conventions de dette avec les entreprises. On ne les cite jamais. Et la deuxième chose, c'est pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas aussi un jour au Gabon l'audit de la dette extérieure. Je donne la parole à Francis, et puis si quelqu'un d'autre prend la parole, qu'il lève la main. Je vous remercie. Francis, à toi. Tu peux brancher ton micro, Francis. S'il te plaît. Active ton micro, Francis, s'il te plaît. Je voudrais, et voilà. Alors, je voudrais vous remercier pour toutes ces questions, en réalité, qui me semblent non seulement importantes pour le commun des Gabonais, mais il y a malheureusement le niveau de responsabilité
pour effectivement traiter de la question de la dette. Il y a là effectivement deux personnes dans le contrat. La première personne, c'est l'État. Et la deuxième personne, c'est l'entreprise qui doit exécuter la commande de l'État. Et encore une fois, je souhaiterais rester là-dedans pour dire que l'exécution d'un contrat consiste à la réalisation prévue dans le contrat. C'est-à-dire qu'il y a un cahier de charge. Lorsque l'État dit « je veux construire un bâtiment pour mon personnel, mes fonctionnaires ou un département ministériel qui a besoin de bureaux », on fait un appel d'offres. Donc, pour passer ce marché-là à cette entreprise, il y a un appel d'offres et c'est le moins-disant en réalité souvent qui gagne le marché. Donc, ça implique que lorsque ce contrat est signé, ça repose sur la loi qui est le code des marchés au Gabon. Et ce code des marchés indique un certain nombre de choses et établit un certain cahier de charges qui fait que lorsqu'on va exécuter ce contrat, l'État est en amont parce que l'État signe le contrat. Il y a une obligation de verser 30% de ce marché-là à l'entreprise pour le démarrage des travaux. Donc, l'État est en aval et en amont. En amont pour signer ce marché, en amont parce qu'il a des dispositions, il a des mécanismes de contrôle de l'exécution parfaite de ce marché. Effectivement, moi aussi, je serais étonné de savoir comment se fait-il que lorsque l'entreprise a obtenu un procès verbal de réception des travaux et qu'on dise à cette entreprise-là, entre autres, que non, votre dette n'est pas valable, on annule le processus de la paie qui est l'ordonnance de paiement. Ça me paraît effectivement assez incohérent. Donc, l'exécution d'un contrat administratif est donc marquée en réalité par les prérogatives juridiques qui sont importantes par rapport à la personne publique. La personne publique, c'est l'État. Et l'exécution des contrats administratifs ne respecte pas la règle fondamentale d'égalité en fait des parties. C'est-à-dire que l'administration a des pouvoirs assez spécifiques et qui jouent même en l'absence des stipulations expresses. Donc, il y a, en réalité, je voudrais dire, il y a au départ l'État, normalement aussi à la fin, pour avoir le service fait, c'est également l'État. Et je suis d'accord avec Jean Gaspard quand tu as dit tout à l'heure, et même Nguema qui a dit tout à l'heure que lorsqu'on passe un marché, l'administrateur des crédits a un rôle très important parce que l'entreprise, c'est pas l'entreprise l'entreprise est co-signataire du marché. L'entreprise, c'est pas l'entreprise qui signe le marché. L'entreprise signe le marché en co-contractant, comme je viens de le dire à nouveau, et c'est du droit administratif, comme tu l'as dit, Jean Gaspard. Ça n'a rien à voir avec, je n'ai rien contre une task force logée à la présidence. Si cette task force peut être celle qui a regardé mieux que ceux qui sont également assermentés, parce que ceux qui ont géré les premiers audits, notamment l'audit créé par le comité de traitement, pour revenir là-bas rapidement, le comité de traitement dette intérieure qui a été géré par l'actuel ministre des PME, donc Hugues Mbadinga Madia. Lorsque Mbadinga Madia a géré l'audit, on est arrivé en termes de dette intérieure recensée, on a été à 340,2 milliards. 340 milliards, 200 millions. Et là-dedans, lorsque ils ont recompilé, ils avaient validé 33 milliards. Les 33 milliards ont été validés par l'administration, par les entreprises. Et donc, les entreprises attendaient ce paiement des 33 milliards et des entreprises qui étaient en lien avec ces 33 milliards validés. Mais au finish, on a vu une décision administrative signée du ministre Magnagna qui demandait de payer plutôt 9 milliards.
Et dans les 9 milliards encore, il y a eu des coupes sombres. On a vu simplement les entreprises être payées que comment dire, de 7 milliards 5. Jusqu'à ce jour, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un autre paiement relativement à cet audit. Mais en réalité, le contrat n'est pas respecté à ce niveau-là. Donc, l'État ne respecte pas sa signature. Je suis désolé. Parce que l'État ne peut plus venir dire à la fin du processus, quand il a certifié les factures, il ne peut plus venir dire que c'est une fausse facture. Parce qu'il y a une nomenclature des prix. Vous avez parlé du bâtiment, Nguema a parlé des bâtiments. Il y a une nomenclature des prix homologués en matière de bâtiment au ministère qui est logé au ministère des TP. Ces prix agréés en matière de débit de bâtiments sont là. Et la surfacturation, moi, je ne suis pas au courant de tout ça. Mais même si je sais que ça existe, je sais qu'il y a des entreprises qui ne sont pas fiables. Vous avez parlé de nos amis qui arrivent de l'extérieur, qui viennent en bateau, en culotte, mais qui retournent avec des milliards du Gabon. Je suis d'accord avec vous. Simplement pourquoi? Parce qu'il manque un peu aussi de patriotisme économique. Il manque de nationalisme. Il manque que... on pense qu'en réalité, si un homme d'affaires gabonais a de l'argent, il va faire de la politique, il va faire de l'ombre aux politiques. Voilà aussi quelque chose qu'il faut intégrer dans la réalité de ces choses-là. Je parlais de l'exécution du contrat tout à l'heure et je voudrais dire que tout en restant dans la possibilité, mais il est difficile en raison des changements survenus dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parle de task force et pourtant hier, on a parlé également de 2 audits et même d'un audit d'un cabinet internationalement reconnu, Pricewaterhouse et Cooper, qui a fait l'audit agréé et validé par le Fonds monétaire international, où nous avons à peu près un recensement de 282 milliards qui devait être payé après cet audit-là. Et c'est dans le budget de l'État, le budget même rectifié en 2020, que j'avais d'ailleurs qualifié de budget restrictif, parce que je crois qu'on parle le langage que tout le monde comprend, peut-être que pas le commun des Gabonais. C'est un budget restrictif, ça veut dire que ça ne peut pas faire dans la relance économique. On ne peut pas relancer notre économie avec un tel budget. Ce n'est pas possible. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a un tribunal administratif où j'ai également entendu parler de ça et c'est ce qui me ramène à ça. Vous avez parlé de ce que vous avez appris, qu'il y a un procureur, il y a des services spéciaux et autres. Bon, moi, je l'ai entendu également, mais ce n'est pas mon problème, celui-là. Mon problème, c'est qu'ils arrivent à nous dire voici la liste des entreprises qui ont fait dans le faux, voici les éléments du faux. Avant qu'on ne parle, moi, je ne peux pas parler dans la... Je ne fais pas dans la rumeur. On a dit ceci, non. Il faudrait que le commanditaire des travaux, le président de la République qui a mis en place la task force, qu'on lui rapporte d'abord le rapport de l'audit et les conclusions de cet audit avec une liste des entreprises qui ont fait dans le faux. Et ces entreprises-là, qu'on leur laisse le temps de parler, parce que j'apprends aussi que là-bas, dès qu'on arrive, on va me dire, oh non, écoutez, votre dette, ça ne vaut pas les annuler. Et il paraît, moi je ne suis pas là-bas, le peu de bribes, mais je ne veux pas fonctionner avec ça. J'estime que si on parle des experts comptables et autres, j'estime que la structure me semble avoir de la compétence nécessaire pour pouvoir faire dans ce qu'ils font, mais il y a des principes d'un audit. Et c'est un peu comme vous allez à l'hôpital ou vous allez au tribunal, vous faites une plainte. Le juge d'instruction instruit l'affaire. Avant même que le juge d'instruction n'ait rendu les conclusions, l'affaire est déjà dehors. Comment se fait-il? Mais qu'on nous dise réellement, moi aussi je suis dans cette interrogation et c'est pour ça que je ne parle pas, malgré je sais que la presse est tombée, toute la presse, comme l'a dit Jean Gaspard tout à l'heure, la presse proche ou pas proche, ils ont peut-être pensé que je suis même complice, puisqu'apparemment, or, je ne suis qu'un tiers dans les 2 contractants, donc il y a l'État qui commande les travaux et l'entreprise. Je ne suis qu'un tiers, c'est le tiers maintenant qui devient complice. Complice de quoi? Puisque je ne fais pas partie du contrat. Je ne suis pas partie dans le contrat c'est 2 personnes.
Et même quand il y a une tierce personne, ça s'ajoute dans le contrat que l'État et l'entreprise signent. S'il y a quelqu'un d'autre qui doit même exercer ce travail-là pour le compte de celui qui a eu le marché. Donc, en réalité, il ne faut pas qu'on nous amène à « j'ai dit ceci » en réalité. Ceux qui ont initié la démarche en question ont induit le chef de l'État et ses collaborateurs en erreur. Vous l'avez d'ailleurs dit à votre propos introductif, Jean Gaspard, il est question qu'effectivement, le président de la République, du peu, sans être juriste, du peu que je sais, c'est un décret. Effectivement, ce décret est d'abord visé par le Conseil d'État. Et c'est lui, en réalité aussi, le juge administratif. Donc, j'estime que je ne peux pas parler des choses. L'État est souverain. S'il y a maintenant qu'on peut faire signer au chef de l'État un arrêté, si c'est juridique, ça, ce ne sont pas mes questions, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que les 241 milliards reposent sur, voilà les éléments qui ont constitué l'annulation. Telle entreprise a fait telle chose pour vouloir frauder ou vouloir truander l'État. Mais il y a des dispositions juridiques. Le procureur de la République qui est maître des poursuites, il peut effectivement s'autosaisir. Mais en réalité, en ce qui me concerne, sans faire dans la diffamation, sans faire dans la leçon aux gens, mais j'estime que le procureur n'a pas encore besoin d'être là. C'est le ministre des Finances, justement, quand il se serait rendu compte que l'entreprise a voulu l'induire en erreur ou a voulu frauder, c'est le ministre des Finances qui écrit à l'agent judiciaire de l'État qui, lui, fait la plainte contre l'entreprise véreuse, contre le chef d'entreprise véreux. Ça se passe comme ça. Et c'est d'abord un contrat c'est commercial. Donc, ce n'est pas encore le procureur. Mais pour mettre l'action du procureur aussi, effectivement, en matière de contrat, c'est quand le juge administratif constate que cette affaire-là, il se déclare incompétent et il l'envoie au judiciaire. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui font que, pour moi, je n'ai pas aujourd'hui la raison de parler parce que même si on dit que cette task force a annulé 1000 milliards, je ne suis pas concerné par les 1000 milliards annulés. Je ne suis pas concerné parce que le président de la République lui-même, il ne faut pas faire dans la sensation, dans du sensationnel. Il faut qu'il y ait un rapport avec des éléments constitutifs de cet audit qui ont permis de déceler que telle entreprise, voici à tel niveau où ces documents étaient faux, où sa dette est déclarée fausse. C'est tout un processus, c'est tout un mécanisme, comme l'a dit d'ailleurs Jean Gaspard tout à l'heure, comme l'a dit mon frère Nguema là-bas, qui comprend, qui est également homme d'affaires. Un contrat, c'est deux personnes. Il ne peut pas, malgré que ça s'appelle puissance publique, il ne peut pas être forcément annulé comme ça. Or, si maintenant on fait intervenir le fait de l'intérêt général et que les prérogatives exorbitantes de la puissance publique se mettent en jeu, eh bien, il y a l'autre partie qu'on appelle l'indemnisation. C'est-à-dire que l'entreprise va dire, bon, OK, moi j'ai mis l'installation des marchés, j'ai fait ceci, j'ai pris un crédit à la banque, et tout ça, on ne peut pas l'annuler comme ça. Ça fera toujours matière à... Je pense que moi aussi, je peux aussi être ce conseil-là, parce que je suis une structure de proposition au gouvernement, aux institutions qui fonctionnent dans le cadre économique. Je suis une force de proposition. Je peux leur dire, attention, n'allez pas dans ce sens pour telle ou telle chose, allez plutôt dans l'autre, allez plutôt dans ce sens-là. On ne peut pas unilatéralement... Si maintenant tu le fais, c'est que tu crées une situation de plein contentieux, ça s'appelle comme ça en droit, je ne suis pas juriste, c'est du plein contentieux que tu crées et le juge administratif se saisit du dossier et regarde ce qui convient de faire par rapport à la procédure. C'est comme on peut débouter l'entreprise, on met l'entreprise en débat ou on lui fait un ordre de recette. Je crois que ça, Toutoum connaît bien ce qu'on appelle un ordre de recette. L'agent public, le Trésor peut faire un ordre de recette, le directeur général
du Trésor peut faire un ordre de recette à l'entreprise pour restituer de l'argent à l'État. Donc, il y a beaucoup de mécanismes comme ça, mais il aurait été judicieux, en ce qui me concerne par rapport à la task force, de terminer l'audit, de ne pas faire dans le sensationnel et de faire un rapport d'audit en disant clairement aux uns et aux autres, à la population, à l'opinion, voilà les éléments qui ont consisté. Or, ce que j'apprends aussi, comme tout le monde, et ça, je n'ai pas tellement envie d'en parler, c'est que vous arrivez là-bas, on commence par vous dire, oui, mais est-ce que la personne qui vous a fait une lettre de commande était habilitée? Mais si l'entreprise va dans une administration, on lui fait une lettre de commande. Une lettre de commande, ça commence comme ça, avant même que le contrat ne se mette en place. Puisqu'il y a l'aspect qu'on va envoyer, l'administration en question va envoyer le dossier à la Direction générale des marchés publics pour valider le marché et ensuite une convention est mise en place. Et cette convention est donc signée officiellement à partir de la lettre de commande. Et toutes les entreprises n'ont pas le même cahier de charge. Quand quelqu'un qui vend les ordinateurs à l'État n'est pas quelqu'un qui doit aller construire un bâtiment à l'État. Donc, les pièces qu'on demande à celui qui construit le bâtiment, effectivement, on peut lui dire, est-ce que le laboratoire du ministère le ministère des infrastructures et des travaux publics, est-ce que le laboratoire est venu vérifier? Parce que c'est ça, l'État est au début et à la fin de chaque contrat qu'il signe avec l'entreprise. Donc, il n'y a pas de raison de venir au dernier moment, alors que l'entreprise a déjà un document inattaquable en droit. Je ne sais pas comment, quel est ce droit-là qu'on fait. Moi, je ne suis pas juriste. Je ne vois pas qu'on vienne à la fin du processus, l'entreprise attend de l'argent, on vient lui dire qu'on ne peut plus te payer parce que l'État a décidé qu'on ne te paye pas. Je suis gêné d'aller dans tout ça. Je comprends. Je te comprends, Francis. J'avais prévenu mes camarades que vous êtes allé chercher mon grand frère Francis. Il faudra faire un live de 5 heures parce que quand il va commencer, il va plus s'arrêter. Voilà. La prudence, malgré la prudence qui a animé le chef d'entreprise au départ, la passion sur le sujet qui ne me surprend pas d'ailleurs. Je te remercie pour cela. Vous savez, quand on parle de ces choses-là, il y a une phrase qui est revenue souvent, et je la comprends, en disant, ils ont induit le chef de l'État en erreur. On va aller plus loin parce que nous, on est citoyens, on n'est pas chef d'entreprise. Voici l'arrêté qu'ils ont publié. Voici l'arrêté qu'ils ont publié. Pour dire task force. Voici l'arrêté qu'ils ont eu à publier. Oui, je suis. Mais si on regarde cet arrêté de près, essayons un peu plus de le regarder de près, cet arrêté, pour comprendre de quoi on parle. Je vais le remettre. Regardons-le tous de près. Oui, je l'ai regardé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis en train de, comment dire ça? Je suis en train de montrer aux gens pourquoi nous discutons. Voici la signature de l'arrêté. Les Gabonais connaissent cette signature. Les Gabonais connaissent bien cette signature. Quand on en parle, on sait de quoi on parle. Tous. Qui a fait ça? Qui a fait ça? On est sûr que on peut affirmer ici celui qui a fait ça. Vous ne faites pas de politique, je ne vais pas vous demander de répondre à la question. Mais c'est là, nous, notre problème. Voici cette signature. Voici cette signature. Et nous en avons déjà discuté ici à plusieurs reprises pour dire aux gens une chose simple. Comment vous pouvez vous retrouver dans une enceinte, présidence de la République, pour discuter de la dette? En face de qui? Procureur de la République. La séparation des pouvoirs existe encore au Gabon. Avec des militaires en uniforme, pour dire à un entrepreneur, tu annules ta dette, sinon tu es au NOUF. Vous l'avez entendu, Francis. Nous aussi, on l'a entendu. Et nous n'en avons pas parlé ensemble depuis avant ce soir. Ça veut dire que ça a existé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ceux qui jouent avec ça,
Moi, je dis aux gens, nous n'avons pas peur et nous inquiétons pas les deux Gabonais de quoi il s'agit. Voilà la signature. Voilà la signature de M. Ali Bongo le 18 décembre 2019. Elle est là, la signature. Et regardez la signature de votre arrêté. Même quand vous irez vous plaindre au tribunal après, l'imposture a commencé maintenant. Le piège qui se referme sur vous, contre votre gré, pas vous personnellement, mais les membres de votre syndicat, les entrepreneurs gabonais. C'est que des gens qui n'ont pas qualité pour agir sont en train de dire à des gens à qui l'État doit de l'argent que l'État ne vous doit plus de l'argent. On vous oblige à l'accepter. On viole vos droits et vous l'avez dit. C'est cela notre préoccupation et nous sommes vraiment heureux que vous ayez pu, à l'endroit qui est le vôtre, à la place qui est la vôtre, exprimer votre regard sur ces questions. Nous en reparlerons. J'ai envie de donner la parole aux autres qui sont avec nous. Je vais demander à Edgar, je le désigne de suite, comme ça je le prends peut-être à froid, pour qu'il puisse, voilà, tout le monde admire ton beau sourire, Edgar. Je vais donner la parole à Edgar pour qu'il puisse donner sa contribution à nos échanges. Bonsoir, Edgar. Bonsoir, Francis. C'est un peu violent et méchant de me passer la parole parce que je n'avais pas l'intention de parler. Moi, je ne vais pas parler longtemps. Je pense que vous avez tout dit, vous avez tout résumé. Simplement rappeler que pour moi, la dette est une commande de l'État et que dans le cadre de la phase administrative de dépense, quand on arrive à la phase règlement, c'est qu'il y a un service fait. Je n'arrive pas à comprendre qu'on parle de dette et qu'on ne parle pas de service fait. Quand on arrive au principe engagement et qu'on est à la dette, ça veut dire que on a passé l'étape du service fait. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans les détails techniques. Moi, je voudrais revenir sur ce que Jean Gaspard a dit vers la fin. Le vendredi dernier, je m'étais permis de dire que on vit un coup d'État. Et des gens se servent de la crise sanitaire pour instaurer une dictature militaire au Gabon. Parce que, en réalité, la pierre angulaire du pouvoir exécutif n'étant pas en capacité de pouvoir gérer l'exécutif, des gens qui n'ont pas l'habilitation, qui n'ont pas la qualité, s'appuient sur des textes comme celui que nous avons vu. Aujourd'hui, à l'Assemblée, c'est un peu monnaie courante. On a presque des lois qui viennent contourner la Constitution, qui donnent des entorses à la Constitution, parce que constitutionnellement, celui qui est censé répondre n'étant pas là, il faut trouver un stratagème pour exercer le pouvoir, pour que ces gens qui sont tapis dans l'ombre exercent le pouvoir au travers d'un certain nombre de membres du gouvernement qu'ils pilotent. C'est ça le vrai problème que nous avons. Et comme ils sont maladroits et malheureux, comme le disait Francis, voilà quelque chose qui est en instruction et tous les détails sont dehors. En réalité, ils ont pensé faire un coup médiatique. Ils ont pensé faire un coup médiatique pour démontrer la capacité de l'imposteur à pouvoir prendre les choses en main. On est sur des problèmes administratifs, c'est la présidence qui a chaque fois mis en avant. Il y a un problème au niveau des régies financières, c'est la présidence qui a chaque fois mis en avant. Bon, moi je pense que, comme tu disais, Jean Gaspard, on vit une imposture, on vit une prise de pouvoir, on se sert de la crise sanitaire pour asseoir une dictature militaire, et derrière ça, on impose tout à tout. Si tant est qu'on a un problème avec la dette, je suis d'accord, mais Francis le disait, on parle de quoi? On parle de 200, 300, 400 milliards, mais on a 7000 milliards ailleurs. Allez-y voir, prenez les lois de finances depuis 2018 jusqu'à maintenant, regardez simplement le manuel des projets prioritaires. Mais il n'y a rien qui a démarré, il n'y a rien qui se soit terminé. Et ce qu'il trouve à faire, c'est de s'attaquer au PME gabonais, parce que le stratagème, c'est de fragiliser au maximum le Gabonais, le rendre de plus en plus indigent, parce qu'on connaît la formule. La formule, c'est qu'au moment où ils voudront mettre à découvert l'imposture, ils vont jouer avec la planche à monnaie. Et comme c'est ça le truc, il n'y a pas un problème véritable derrière, il n'y a pas une volonté à résoudre un problème.
Il y a simplement que ils sont en train de dérouler un stratagème qui vise à fragiliser tout le monde, qui vise à prendre le dessus psychologiquement et puis après faire ce qu'ils ont envie de faire. Moi, je coupe court et je dis que c'est ça. Voilà, Gaspard. Merci à toi, Edgar. C'est exactement cela le débat que nous avons. C'est ça le débat que nous avons. Pas avec toi, Francis, parce que pour ne pas te mettre mal à l'aise, tu es venu en tant que chef d'entreprise, responsable d'un syndicat, pour exprimer les préoccupations particulières de ton syndicat. Nous agissons ici en tant que citoyens. De la même manière que la semaine dernière, nous avons reçu les églises, nous avons reçu ici un prêtre. Nous parlons de ce qui nous embête dans le pays. Et donc, chaque catégorie de Gabonais est victime à son tour. Aujourd'hui, vous les chefs d'entreprise, vous êtes victimes. Nous nous permettons, comme citoyens, de dire quelles sont les causes profondes pour lesquelles vous subissez ce que vous subissez. Bien sûr, il ne revient pas au chef d'entreprise que tu es de t'aligner sur nos positions. Tu es même en droit de ne pas être d'accord avec ça. Tu es en droit de garder une certaine réserve au regard des responsabilités syndicales qui sont les tiennes par rapport aux propos que nous tenons. Mais nous nous adressons à nos compatriotes. Vous dites à nos compatriotes, voilà les chefs d'entreprise qui sont supposés produire la richesse dans notre pays. Regardez comment ils sont. Jean Gaspard, oui, comme disait l'autre, c'est ce qu'on est en train de vivre. Hier, c'était les protestants. Là, je ne suis pas protestant qu'on les amène. Avant-hier, c'était les catholiques. Je ne suis pas catholique qu'on les amène. Avant-hier, c'était les syndicalistes. Je ne suis pas syndicaliste. Il faut qu'on puisse les amener. Et puis, aujourd'hui, quand c'est moi qu'on vient chercher, il n'y a plus personne pour contester. On est en train de vivre ça. On le dit depuis plus de 2 ans, mais moi, je le dis depuis 2015. Oui. C'est malheureux qu'en réalité, c'est maintenant que chacun, se sentant impacté, réagisse. On est dans quelque chose de pas clair. Ce pays n'est plus dirigé et chacun fait ce qu'il peut. Mais en réalité, ce qui les intéresse, c'est d'assujettir et l'argent. Le reste ne les intéresse pas du tout. Exactement. Entre Mino et Marc, qui prend la parole? Marc, vas-y, tu peux allumer ton micro, Marc. Et merci Jean-Gaspard, et merci Francis d'avoir accepté notre invitation. Je ne serai tout simplement pas long, mais je voulais tout simplement signaler la mort programmée des petites et moyennes entreprises du Gabon dans tout ce qui est en train d'être fait. Est-ce que vous imaginez un seul instant une PME très ambitieuse et beaucoup rêvent d'avoir des marchés de l'État parce qu'ils estiment que ça va faire en sorte que leur boîte puisse décoller. Et se retrouver à la fin, après avoir exécuté, après s'être endetté auprès des banques et auprès de certains organismes, se retrouver complètement sur le carreau parce que l'État refuse d'honorer le contrat qui a été signé entre les deux. C'est très assassin, c'est criminel, cette façon de tuer l'économie nationale. Parce que la plupart des PME qui vont souffrir de cette décision unique, ce sont des PME gabonaises. Ça, il faut le dire. Mais aucun pays ne s'est développé sans les petites et moyennes entreprises. Ce sont les PME qui font décoller l'économie d'un pays. On ne peut pas compter sur des multinationales qui viennent d'ailleurs et qui rapatrient tout leur argent. On ne peut compter pour l'emploi, pour la croissance économique, on ne peut compter que sur les PME nationales. Regardez la décision qu'ils viennent de prendre ce soir. Pour accéder à un restaurant, il faut présenter un test négatif. Mais bon sang, vous pensez que quel opérateur, quel restaurateur va refuser un client? D'abord, comment est-ce qu'on va reconnaître l'authenticité d'un test négatif? Et qui va le faire? Autant de décisions qui visent
a découragé la croissance, le développement du tissu des PME gabonais. Et c'est fait à dessein. Cette mort programmée des entreprises nationales, c'est fait à dessein. Et vous vous souviendrez que le Gabon a combien de plaintes à l'international? Le fait tout simplement de ne pas honorer ses créances, c'est-à-dire ici, le Gabon signe un contrat avec des entreprises, soit nationales ou internationales, et au finish, ben, les autorités trouvent toujours la petite bête pour dire attention, il y a eu corruption, ça n'a pas été exécuté, mais comme si ces gens n'avaient pas d'inspecteurs pour aller sur le terrain en pleine exécution des travaux. Où sont passés les inspecteurs qui sont là pour vérifier l'effectivité des travaux, la qualité des travaux? Regardez les fameux ponts qu'on nous a conçus sur Libreville. Ces ponts ne sont même pas achevés. Les ponts ne sont pas achevés. Regardez la nationale entre le PK12 et Nkok. C'est jamais achevé. Mais pourquoi? Parce que l'État n'arrive même pas à honorer ses engagements. On demande aux entreprises de préfinancer. OK, les entreprises préfinancent, mais quand il va falloir rembourser cette dette, on dit non, les travaux ne sont pas bien faits. Et c'est valable pour les entreprises, c'est valable aussi pour la contribution de l'État gabonais dans des financements, soit de la Banque mondiale surtout et d'autres bailleurs. La contrepartie gabonaise est toujours celle qui pose problème pour l'exécution des projets jusqu'à la fin. C'est du banditisme affairiste. C'est du banditisme. Et je pense que Francis et tous les syndicats qui protègent les PME, les entreprises nationales, doivent franchement prendre ce problème à bras le corps. Sinon, nous allons nous retrouver complètement, on va se retrouver comme un désert d'entreprises nationales. Regardez le secteur forestier. Dans le secteur forestier, 73% des permis forestiers sont entre les mains des Asiatiques. 73%. Et dans la part totale des permis forestiers attribués sur toute l'étendue du territoire, combien de Gabonais se retrouvent dans ce lot? Combien? Et le peu de Gabonais qui se retrouvent sont complètement, à la limite, neutralisés. Comment peut-on développer un pays si les entreprises locales ne peuvent même pas avancer? Et ce sont les autorités locales qui sont les premières à tuer les PME nationales. Je crois que là, ils ne font qu'exécuter un plan bien nourri pour tuer le tissu des PME nationales. Merci. Micro. Jean-Gas, micro. Sors ton micro. Je peux réagir? Oui, Mino, par contre, on ne te voit pas à l'écran, je ne sais pas pourquoi. Mais alors, je vais donner la parole à Francis, le temps que revienne tout à l'heure. Oui, Marc a touché des problèmes suffisamment importants. Disons que, justement, jouant mon rôle de force de proposition à l'endroit du gouvernement, j'ai pensé à l'époque de demander au gouvernement, de proposer au gouvernement la mise en place de 3 lois. Une qui devait être la loi sur la modernisation de l'économie. Et à l'intérieur de cette loi, justement, nous allions revisiter l'ensemble du dispositif, non seulement de passation de marché, mais également le dispositif de l'exécution et du rendu final de ce marché qui est signé, encore une fois, entre l'État, le commanditaire, et l'entreprise, l'exécutant. Il y a que dans cette loi aussi, au Gabon, nous avons encore une petite confusion qui se fait, parce que souvenez-vous qu'on peut dire aujourd'hui, par exemple, que je prends Sobea, que c'est une PME.
Pourquoi? Parce que on ne nous a pas défini la structuration de ce que c'est qu'une PME. Est-ce que ça tient compte des effectifs, c'est-à-dire du nombre d'employés dans la société? Est-ce que ça tient compte du chiffre d'affaires réalisé? Alors, toutes ces questions encore ambiguës font qu'il faut revisiter les lois économiques dans notre pays. Et c'est ce qui ferait que dans cette loi, même si la loi ne doit pas être xénophobe, on doit protéger également, je l'avais demandé de revisiter la loi 1598 qui fait office de la charte des investissements au Gabon pour faire en sorte qu'au niveau de l'article 4, on introduise l'intérêt national, donc le patriotisme économique. Tout ceci, effectivement, ferait que le Malien qui arrive, il y a des secteurs d'activité qui devraient être prioritairement donnés aux Gabonais. Mais c'est une question de volonté politique. Et c'est pour ça que, malgré tout, je pouvais rester ou je préfère rester que dans ce domaine-là. Marc a dit encore une autre chose relativement, et même Jean Gaspard l'a dit lorsqu'il introduisait, d'aucuns l'ont pris, l'honorable l'a pris tout à l'heure, en parlant de la dette extérieure, de la dette intérieure. On a essayé effectivement de définir ce que c'est qu'une dette. Je crois que Jean Gaspard l'a fait en technicien du domaine. Mais il y a quand même quelque chose de très important que nous devions savoir. Relativement au PME, la Chine était loin de la prééminence aujourd'hui, de la prééminence qu'ils ont aujourd'hui. Nous avons le fameux SARS-CoV-2, appelé encore vulgairement COVID-19. On nous dit que ça sort d'où? De Wuhan en Chine, les laboratoires PK où ça a dû fuir là-bas. En réalité, c'est une guerre économique entre la Chine et les Américains. La Chine devient en économie aujourd'hui, en termes économiques, la méga puissance économique. Les Américains n'ont jamais voulu accepter qu'aujourd'hui la Chine est au-dessus. Alors que tout part de l'économie en 1978, c'est Deng Xiaoping qui est président en Chine, qui a pris le pouvoir. Et précisément l'économie, il a, lui, opté pour l'économie de marché. Or, en réalité aussi, notre économie est ambiguë. Que ceux qui sont des spécialistes, des agrégés, des titulaires en économie viennent me démentir. Notre système économique est ambigu. Parce qu'en même temps, on veut aller dans le libéralisme économique. Les réalités du libéralisme économique ont démontré que John Maynard Keynes, avec le keynésianisme, ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. Malgré tout, nous avons au Gabon, par exemple, des adeptes là je parle peut-être technique, pour éviter, peut-être qu'il faut que je redescende, pour éviter que les autres qui nous suivent ne suivent pas. Le keynésianisme est presque mort aujourd'hui et Jean Gaspard, tu es bien placé pour le savoir, les honorables sont bien placés pour le savoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous sommes dans une économie dirigée? Est-ce que nous sommes véritablement dans une économie de marché? C'est cela. Alors, qu'importe cela, on sait qu'aujourd'hui, au Gabon, il faut plutôt que les autorités prennent à bras le corps et mettent en priorité la mécanique pour faire en sorte que le secteur PME, qui est le pilier de toute économie dans le monde, parce que ce sont les PME qui créent des entreprises, qui créent l'emploi, qui créent de la richesse et qui embauchent et qui innovent même. Parce que les grandes entreprises, malheureusement, je suis toujours obligé de le dire, ils font dans les stock options, ils font dans la délocalisation, ils ne créent plus d'emplois, ils font dans le développement, ils ne créent plus rien. Donc, ils sont obligés de soit peut-être même robotiser. On n'en est pas encore là. Il faut donc que nos autorités aient une volonté politique. Or, c'est justement ça le véritable problème que nous avons. J'entends par-ci, par-là dire des choses. On veut la PME, la promotion des PME. Il faut donc qu'on y aille. Pour créer une entreprise au Gabon, on a encore des heures à passer, des jours à passer. Alors qu'il faut ailleurs, par exemple, on prend toujours aujourd'hui chez Kagame comme étant un modèle réussite économique, mais c'est en 48 heures ils ont créé une entreprise. Or, au Gabon, malgré l'ANPI,
On ne crée pas les entreprises assez facilement. Il n'y a pas de préférence nationale. Pour aller créer une entreprise, une PME doit dégager. Alors que les PME sont en bilan d'ouverture. Je crois que Jean Gaspard, économiste, tu comprends ce que je veux dire par là. Quand une PME se crée, elle est en bilan d'ouverture. Alors, à partir de ce moment-là, on doit l'accompagner parce qu'il n'a que les outils juridiques de création d'entreprise. Il n'est pas encore solide. Donc, l'État doit avoir un accompagnement assez souple pour faire en sorte justement qu'on parle de relance. La relance, ça ne doit pas être un slogan. Oui, Francis, donc, je dis bien encore une fois qu'il faudrait que justement, en revenant sur le problème de la dette, il y a la création par le dispositif mis en place au niveau de la taxe source qui me semble pas trop efficace. Pourquoi? Parce que ça crée un contentieux entre l'État et les entreprises. Et ce contentieux va se traiter devant le juge administratif. Le juge d'exécution, c'est lui le juge administratif. C'est la seule cour qui peut condamner l'État. Oui. Le tribunal de droit commun ne peut pas condamner l'État. C'est le juge administratif. Et d'ailleurs, ces contrats-là sont des contrats entre la puissance publique et le privé. Donc, une structure privée. Mais il faut qu'effectivement, on ait à cœur que lorsqu'on annule une créance, ça crée d'autres situations qui font que l'entreprise va nécessairement vouloir faire valoir ses droits et entre co-contractants, il ne faut pas agir de façon unilatérale. Or, même si l'État a ce privilège dans ses prérogatives en termes de droit administratif qu'il peut modifier unilatéralement, mais il y a la conséquence après, c'est l'indemnisation de la personne que tu as spoliée dans le cadre de cette annulation ou de cette modification unilatérale de contrat. Donc, il y aura là, malheureusement, et ça, je pense que ça aussi, l'État devrait lui-même, au niveau de la taxe, il devrait le savoir, que malgré le fait, comme vous l'avez dit, qu'on entende qu'on a fait signer absolument un document, oui, signé ici, bon, mais en fait, les prisons ne sont pas faites pour les hommes, ce sont les lois qui font c'est l'homme qui fait les lois et les lois attrapent l'homme. La loi est dure, c'est la loi. Mais nul n'est aussi pas tenu par sa propre turpitude. Parce que l'État, là, n'a pas aussi démontré ses capacités réelles de suivi. Parce que c'est lui qui commande les travaux, c'est lui qui sait ce qu'on veut, c'est lui qui sait ce qui est dans le cahier de charge. L'entreprise dit, bon, moi, j'ai exécuté. Et il y en a aussi des éléphants blancs. Je le comprends. Pourquoi il y a des éléphants blancs parfois? Parce que l'État donne, par exemple, l'avance. Et à un moment donné, attends, Francis, on se rend compte... Je te reviens tout à l'heure. Un instant, Francis. Francis, un instant, s'il te plaît. Je te reviens tout à l'heure. Je vais d'abord donner la parole à Minou. Et ensuite, on revient vers toi pour conclure parce qu'on approche la fin de l'émission. Pas de problème. Je te remercie, Francis. Tu peux couper ton micro. Oui, merci. Minou. Merci Jean-Gaspard de me donner la parole. Je voudrais d'abord remercier Francis qui c'est quelqu'un que je suis à distance et ce soir il m'a donné l'opportunité de voir toute sa connaissance du milieu des affaires gabonais et surtout des PME. Je suis très heureux de faire sa connaissance sur ce direct et de voir comment il défend son syndicat avec passion, mais aussi avec discernement et avec beaucoup d'humilité. Je voudrais dire que voilà un Gabonais qui a décidé de se lancer dans les affaires et qui a décidé de défendre le Gabon des affaires. Et c'est une chance pour nous de l'avoir ce soir. Et je l'ai bien suivi. Il a développé un certain nombre de choses. Je voudrais dire à Francis que nous nous battons exactement pour la même chose. Lui, il se bat sur le terrain économique. Nous, on se bat sur le terrain politique. Bien malin, c'est lui qui peut faire la différence entre les deux. Je voudrais dire que ce soir, tout le monde, chacun d'entre nous a dit, et chacun d'entre vous, ceux qui ont pris la parole,
vous avez fait, par rapport à notre thème de la journée, de la soirée, vous avez dit un certain nombre de choses qui donnent un peu la démarche, qui dénonce un peu la démarche qui a été mise en place par cette task force. Tout le monde l'a dit, c'est un coup médiatique, ça n'a rien de sérieux, ce qu'ils ont fait. Et si c'est sérieux, et si le Gabon a une dette, peut annuler une dette de 240 milliards, j'attends qu'on arrête toute la chaîne de décision jusqu'aux entrepreneurs qui sont incriminés. 240 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Si nous avons une fausse dette de 240 milliards, si nous avons 240 milliards d'éléphants blancs, ça veut dire que toute la République est mouillée. Ça veut dire que toute la chaîne de décision est mouillée. Ça veut dire que nous avons véritablement un grand problème, un gros problème à résoudre dans notre pays. Mais ça n'étonne pas tous les observateurs avertis. Ça ne les étonne pas parce qu'en fait, quand on regarde le fonctionnement de notre pays aujourd'hui, et c'est le lien avec tout ce qui précède, avec la question de la gestion de notre pays, avec la question de l'indisponibilité du président de la République, quand on regarde ce qui a été fait par cette task force, c'est plus, ils se sont attaqués au maillon le plus faible de la dette. En fait, Jean Gaspard l'a rappelé, est-ce qu'on peut faire un audit de la dette extérieure? Parce que l'audit de la dette extérieure devrait aussi nous ramener à tout cet argent qui a été emprunté et qui n'a jamais, dont on ne voit pas les réalisations sur le terrain. Donc, on s'est attaqué au maillon le plus faible, qui est le maillon des opérateurs économiques gabonais, qui n'ont pas les moyens de se défendre et qui, même quand ils demandent un marché, c'est comme si c'était un cadeau qu'on leur faisait alors qu'ils sont appelés à mettre leur expertise au service d'un pays, au service de l'État pour réaliser des marchés, pour effectuer des marchés. Donc, nous sommes là vraiment, véritablement, sur une situation, un État qui avoue qu'il y a 240 milliards de fausses dettes, normalement, dans un pays normal, tout le monde devait démissionner jusqu'au gouvernement. Et nous sommes à cette situation où on vient nous dire que 240 milliards ou 250 milliards ou 300 milliards de dettes intérieures sont annulées et que cette dette concerne essentiellement les entreprises, les PME nationales. Donc, ça va impacter de façon assez forte notre économie. On vient nous dire que cette dette est annulée parce que les entreprises en question n'ont pas effectué les travaux pour lesquels ils demandaient à être payés. C'est quand même quelque chose d'extrêmement grave et nous devons véritablement, au niveau national, nous pencher sur cette question. Et c'est pour cela que nous avons mis ce sujet en orbite ce soir et c'est pour cela que je suis heureux que le patron des PME gabonaises soit venu et ait accepté de nous accompagner dans ce débat. Je voudrais encore remercier une fois de plus Francis et dire que c'est un coup médiatique et c'est un coup politique qui cherche simplement à mettre la lumière sur une création, quelque chose qu'ils ont créé et et à laquelle ils veulent donner une existence politique. Ils veulent donc amener la lumière vers là-bas. Ils commencent, comme ils ont l'habitude de faire, amener la task force à la présidence de la République. C'est une façon pour eux de dire que le gouvernement, les administrations publiques ne valent rien, ne servent à rien. C'est la présidence de la République qui a réussi à détecter qu'il y avait 240 ou 260 milliards ou 300 milliards de dettes intérieures qui étaient une fausse dette. Je crois que c'est véritablement une question très importante. On ne peut pas annuler 250 ou 240 milliards de dettes sous le prétexte que les travaux n'ont jamais eu lieu. Il faut que véritablement les PME attaquent l'État. Il faut absolument que ces PME attaquent l'administration qui leur a donné, que tout le monde regarde. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'on arrive à cette situation? Vraiment, Francis, je voudrais vous remercier pour avoir accepté, parce que c'est pas souvent facile quand on est dans votre position, parce que les PME gabonaises travaillent à 80% avec l'État. C'est pas facile de venir de répondre à une invitation comme la nôtre.
pour donner quelques éclairages sur la question une question aussi sensible. Vraiment, je voulais vous remercier et je remercie Jean Gaspard d'avoir pu obtenir, d'avoir sur ce plateau cet éminent Gabonais. Je vous remercie déjà. Merci à toi, Minou. Je pense qu'on va permettre donc, parce qu'on va arriver vers la fin, à Francis de conclure un peu notre discussion de ce soir. Et au moment où Francis va conclure, j'ai envie de lui poser cette question qui va être aussi un peu notre conclusion à nous, qui est de dire les entreprises au Gabon représentent la richesse de notre pays, que ce soit les PME qui le représentent ou même les autres grandes entreprises qui sont souvent représentées par ses collègues de la CPG. Le responsable du principal syndicat d'entreprise au Gabon, qui les trouve normal, ou comment comprend-il que si tant est que le chef de l'État a décidé de s'attaquer lui-même personnellement à la question de la dette intérieure, il n'est pas pris le soin de recevoir préalablement les deux présidents des deux grands syndicats d'entreprise pour leur indiquer quelle était sa préoccupation, pour qu'à la limite, ça puisse être un travail collaboratif entre les entreprises et l'État pour traiter cette question. Ça, c'est une des questions qui peut-être reste pour moi à ce jour, non pas sans réponse, mais conséquence de tout ce que nous dénonçons ici. Je ne t'oblige pas à y répondre, Francis. Si tu as une réponse, je la prendrai. Mais c'est sur ce propos que moi, je vais te laisser conclure avant que nous nous disions au revoir à nos amis qui sont avec nous ce soir. Merci rapidement. Donc, en réalité, moi, je conclurai simplement dans le cadre d'un domaine qui n'est peut-être pas forcément le mien, c'est-à-dire les effets du contrat administratif sur les partis. Il y a des droits et les obligations de la personne publique. La personne publique est donc liée par le respect de ses engagements. Elle est obligée de respecter l'engagement qu'elle a pris vis-à-vis de son co-contractant. Mais il arrive que l'administration ne respecte pas ses obligations. Mais cela ne dispense pas le co-contractant de respecter lui ses obligations. On dit d'ailleurs à ce moment-là qu'il n'y a pas d'exception, d'inexécution qui puisse être invoquée par le co-contractant de l'administration. C'est la même chose qui concerne également les obligations de l'État gabonais à souscrire effectivement dans l'obligation que lui-même a, comme on dit, a signé, parce qu'il a signé un contrat entre les deux personnes. Je suppose que moi, pour véritablement être à même de réagir sur cela, il est question de faire en sorte que la task force finisse sa mission pour véritablement à ce que lorsque j'aurai le retour officiel, à ce moment-là, je saurai comment saisir les hautes autorités du pays qui ont commandité pour leur dire exactement ce que vous venez de dire. Effectivement, comme personne ne m'a appelé pour me dire on met en place une task force, effectivement, l'État est souverain. Hein? S'il veut savoir quelque chose, il est obligé de le faire. Mais comme ces deux personnes également, moi, je ne suis qu'un tiers. À ce moment-là, la tierce personne que je suis n'a pas d'obligation de parler au moment où il n'y a pas encore tout le dispositif nécessaire qui permet que l'audit a conclu à tel ou tel. Et voilà les mécanismes utilisés pour démasquer un montant aussi important au niveau national. Ça me paraît assez, c'est pour ça que je ne peux pas réagir. Comme l'a dit l'honorable tout à l'heure, je suppose que ça, c'est ceux qui ont la possibilité du contrôle sur l'action gouvernementale, ce sont les députés. Il est question effectivement de mettre ce dossier à la table des députés, même si je sais que à ce niveau-là, le parti au pouvoir dispose de la majorité, mais ce sont des questions véritables qu'il faut poser au gouvernement, parce que moi-même, je m'interroge sur le fait que les comptables publics que sont anciennement le secrétaire général du ministère du budget, qui est aujourd'hui ministre des PME, qui appelle l'audit 1,
et l'audit 2 est fait par l'actuel directeur général du budget et des finances publiques, Fabrice Anjoua Bongo-Ondimba, a fait l'audit 2. Les deux audits, quand on fait le point de tout ça, on est autour de 2000 et quelques milliards. Sans compter qu'il y a les instances au Trésor, sans compter qu'il y a tout cela, j'estime que nous sommes effectivement prêts à nous dire que l'Assemblée nationale, qui peut contrôler l'action du gouvernement, se saisisse du dossier. Moi, je reste dans ma posture. J'estime que l'audit n'a pas terminé ses conclusions, n'a pas donné une liste pour savoir si mes entreprises, j'ai vu une liste d'ailleurs de 209 entreprises qui doivent être payées depuis le 15. J'ai vu dans la liste à peine deux de mes membres qui sont dans les 209, qui sont à l'intérieur. Personne n'est venu me dire que voilà la situation. Je sais aussi que je l'ai dit dans une relation que j'ai passée à la presse, qu'il y aura beaucoup de procès. L'État doit s'attendre à ce que les entreprises lésées vont se diriger vers le juge administratif, puisqu'il s'agit d'un contrat administratif. C'est une question de droit. Comme ils vont se sentir lésés, ils iront au tribunal. Et à ce moment-là, le tribunal tranchera et c'est le juge administratif qui peut condamner l'État. Donc voilà, moi aussi, je vous remercie d'avoir voulu penser à ma modeste personne pour essayer d'éclairer tant bien que mal la situation de la dette. Je trouve que c'est une situation, et véritablement pour terminer, la dette est un jeu qui présente des aspects plutôt troubles. Derrière l'aspect très moral de l'engagement à rembourser de celui-ci qui a contracté des dettes, se cachent des possibilités de gains qui n'ont rien à voir avec la morale. Voilà comment je peux conclure notre émission. Encore une fois, merci. Et je pense avoir été à la hauteur des espérances que vous aviez suscitées en ma personne. Et je vous dis à bientôt. En tant que citoyen également, j'ai accepté cela sans venir également, comme je vous l'ai dit au départ, venir parler des questions politiques. J'ai parlé là de l'économie. Les citoyens gabonais que vous êtes avaient voulu en savoir par rapport à celui qui est dans le domaine. Je pense avoir été modestement à la hauteur de l'attente qui était la vôtre et je vous remercie. Un grand merci à toi, Francis. Je vais retenir deux choses essentielles qui ont permis de conclure ton propos. Le premier, c'est que l'Assemblée nationale de notre pays gagnerait à se saisir de cette question dans l'intérêt des entreprises et du pays. La seconde, c'est que tout ça devrait se finir dans les tribunaux et ce sera tout à l'honneur des entreprises gabonaises si elles font valoir leurs droits en ce sens. Écoutez, chers compatriotes qui étaient avec nous ce soir, on va essayer de s'arrêter là pour ne pas être trop long. On a passé un peu plus d'1h30 ce soir avec vous. Merci d'avoir été nombreux et on se retrouve certainement la semaine prochaine. Merci encore à toi, Francis, d'avoir été avec nous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au revoir tout le monde.